Il a confirmé donc qu'Allah Akbar avait bien été... Quand même un changement dans son discours entre hier et aujourd'hui. Il l'a pas dit hier. Oui, Hier, il ne l'avait pas dit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais parce que... Le réel le rate. Évidemment. Il y a une gêne, il y a un embarras, mais je pense. hier, je l'ai dit, c'était un ministre de gauche qui parlait. Oui. C'est-à-dire c'était pas, voilà, il n'a pas parlé d'ensauvagement, il n'a pas. Voilà. Bruno Retailleau aurait dit tout à fait autre chose. Bruno Retailleau est un ministre de droite. C'est ainsi, c'est pas un. Voilà, c'est pas un avis que je donne. Il n'y a pas de lecture politique de la part de Laurent Nunez. Voilà, sur les c'est pas un avis que je donne. C'est un ministre de gauche qui réagit avec son logiciel de gauche, et vous avez Bruno Retailleau qui réagit avec son logiciel de droite. Et puis Et dire même Allah le Akbar, style de son tweet, Pascal, Je crois que- parlait de percuter. Non, dis Il y simplement. a un automobiliste. Moi, j'ai dit un criminel. Je crois que c'est Sud-Ouest qui disait une voiture folle. Mais non, c'est pas une voiture folle, c'est un criminel. Bien sûr. En fait, c'est une arme par destination. Voilà. C'est pour ça que on le dit sans arrêt le matin, mais les mots Vous avez ont un raison, sens. En mais fait, bien sûr. la voiture, c'est la Kalachnikov, c'est la même chose. Bien sûr. C'est ça qui est la mise en perspective qui devrait être mise en place. Je voulais simplement dire que, évidemment, il ne faut pas confondre musulmans et islamistes. Et dire Allah Akbar, c'est également un signe de piété lorsque la religion est exercée de manière privée. Voilà. Mais c'est également aussi la maxime du passage à l'acte criminel. Et puisqu'on est dans Thomas Bonnet. la sémantique des responsables politiques, le tweet d'Emmanuel Macron que vous allez peut-être montrer dans quelques instants, vous prenez le tweet d'Emmanuel Macron qui réagit à ce qui s'est passé à Oléron. Honnêtement, vous pouvez prendre ce tweet-là, il s'applique à un accident de la route de quelqu'un qui va foncer dans... on va le lire. qui perd le contrôle de son véhicule. On va le lire. Évidemment, il y a de la précaution, il y a de la prudence, mais voilà. Nous sommes tous frappés par l'attaque survenue. Alors, c'est pas une attaque, c'est un attentat. Mais bon, peu importe. Nous sommes tous frappés par l'attaque survenue à Oléron. On va essayer de les réécrire. Vous voyez, comment on aurait pu écrire différemment? J'adresse toute ma compassion aux blessés, aux familles touchées. La solidarité de la nation les accompagne. Gratitude envers nos forces de sécurité et de secours mobilisées pour protéger les Françaises et les Français. Pleine confiance en la justice pour établir la vérité et répondre à cette violence avec la plus grande fermeté. Mais vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que c'est pas tant ce qui est dit. C'est ce qui C'est ce qui n'est pas dit. Bien sûr. Richard Millet. Et ça s'appelle pas dire les choses. Oui, voilà. C'est-à-dire Alors que que le vrai ça tweet, devrait, c'est de dire bien sûr. attentat islamiste Bien sûr. en France, l'ensauvagement est à nos portes. Mais évidemment, je crois que c'est Vincent Trémollet ce matin, je dis souvent que c'est le meilleur d'entre nous, tous ces gens qui sont protégés par leur digicode dans leurs beaux appartements haussmanniens, ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de soucis. Donc la violence, elle n'est pas au bas de leurs hôtels particuliers ou de leurs immeubles haussmanniens. Je pourrais parler pour moi, hein. Bien sûr, je suis aussi protégé, bien évidemment, on le sait. Et pour aller dans votre sens, nous verrons aussi le logiciel de gauche mettra Allah Akbar sur le rang de l'alcool et de la drogue, c'est-à-dire d'une absence de discernement. Je suis à peu près persuadé que ce sera le cas. Pascal Pierre Garbarini. Moi, où je suis étonné, je comprends qu'on soit prudent pour qualifier les faits de faits terroristes. Mais là, j'avoue, sur les premiers éléments d'enquête, je ne comprends pas pourquoi le parquet national antiterroriste ne se saisit pas. Je rappelle qu'une entreprise terroriste sait troubler gravement l'ordre public, je pense que c'est le cas, par l'intimidation ou la terreur. Je pense que les gens d'Oléron sont terrorisés. Oui, mais là, moi j'imagine que le parquet antiterroriste intervient lorsqu'il y a une organisation derrière, lorsqu'il y a une préméditation, lorsque tout ça a peut-être pris des semaines, qu'il y a des ramifications, des contacts, etc. J'imagine que là, il peut se saisir, mais la loi a changé. Comprend que c'est quelqu'un de complètement isolé qui a fait ça et qui s'est radicalisé tout seul. La loi a changé. Mais puisque avant, c'était uniquement une entreprise collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Maintenant, la définition, c'est une entreprise individuelle. J'entends bien, ou Pascal, collective. mais on comprend le profil de cet homme. C'est mais il pourrait le faire encore aujourd'hui. Hein. On comprend le profil, c'est-à-dire, vous appelez ça un paumé, un marginal, un tout ce que vous voulez, un alcoolique, et puis qui a pris le prétexte, alors, et c'est ça qui est intéressant, de prendre le prétexte de la radicalisation islamique, c'est-à-dire qu'il y a 55 ans, ça ne se serait jamais arrivé. Ça dit plus sur l'environnement que sur lui-même. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que personne n'aurait, sur l'île d'Oléron, tué quelqu'un ou tenté de tuer quelqu'un en criant Allah Akbar. Ça ne se serait pas passé. Oui. Voilà. Mais effectivement, c'est pas un terroriste du Bataclan.
bien sûr que il n'y a pas cette organisation il y a une derrière. identification à cette cause-là, parce qu'il imagine être une cause. C'est-à-dire que et ça arrive. Mais aujourd'hui peut s'identifier à un mode d'action qui est celui des terroristes. Mais je suis frappé tout de même Philippe par Bilger. la prudence de langage du président de la République. Il ne l'avait pas eu pour Naël, par exemple. Mais vous avez parfaitement raison. C'est évident. C'est toujours la même chose, en fait. Pour Naël, alors là, on fonce. Et si c'était un chrétien, croyez-moi, ou un catholique, qui avait tenté de tuer des gens en criant je ne sais quelle parole catholique, alors là, tout le monde expliquerait que la religion de Jésus, faut la cibler, la montrer du doigt. Tout le monde sait ça. Tout le monde réagit comme ça. Et on ne veut pas dire les choses, quoi. En tout cas, le président de la République hésite à les dire. Quand il rend hommage aux victimes chaque année du 13 novembre, très souvent, dans les tweets du président de la République, il n'y a pas la mention ni de terroriste ni d'islamiste. Ça n'apparaît pas dans les messages du président de la République. C'est toujours la même phrase. On ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, mais dire cette phrase, c'est oublier qu'il y a le feu. Mais exactement. Voilà. C'est essentiel. Donc à chaque fois que quelqu'un vous dit « je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu », rappelez-lui que oui, mais il y a le feu. Je rappelle quand même qu'il y a un Irakien qui s'est fait décapiter en raison de sa foi et le président de la République n'a pas eu un mot pour lui. Oui, à Lyon, c'est vrai, vous avez raison. Bon, la menace terroriste avec Chloé Tarka. Il avait communiqué en début de semaine. Le procureur national antiterroriste rappelait qu'en France, la menace terroriste reste vive. Une prise de parole qui résonne avec les faits survenus ce mercredi à Oléron. Nous sommes à un stade où la menace est très présente. Le nombre de procédures que nous ouvrons est à un niveau qui est parmi les plus élevés depuis les 5 dernières années. Nous dénombrons pas moins de 3 attentats de nature djihadiste qui ont été commis cette année. Selon le parquet de La Rochelle, le suspect aurait crié « Allahu Akbar » au moment de son interpellation, mais n'était pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation. Ce lundi, le procureur soulignait justement l'évolution de la menace terroriste. Dans le mi-temps des années 2010, c'était principalement une menace exogène organisée de l'étranger. On est davantage aujourd'hui confronté à une menace endogène présente sur le territoire avec davantage d'autonomisation des individus, c'est-à-dire moins de contact direct avec les organisations terroristes. Des perquisitions et des analyses de téléphonie sont en cours pour déterminer si le parquet national antiterroriste doit être saisi. On n'a pas d'informations sur les 5 blessés, notamment sur cette jeune femme, Emma, qui a été sans doute la plus grièvement blessée. Non, alors cette collaboratrice parlementaire d'un député RN, il y avait Mathieu Vallès ce matin qui était invité de la matinale, qui disait qu'elle était toujours à l'hôpital, au CHU de Poitiers, et qu'elle aura sans doute des séquelles, évidemment, et que maintenant les médecins sont à pied d'œuvre. A priori, le pronostic vital n'est plus engagé pour les blessés. Mais oui, mais c'est Matisse dans la nuit de vendredi à samedi, qui est au mauvais endroit au mauvais moment, qui est percuté par une voiture et un chauffard, et on aperçoit que ce chauffard n'aurait jamais dû être en liberté. Et puis là, c'est Emma, et à chaque fois, c'est des parents qu'on appelle, et on leur dit venez voir votre fils, venez voir votre fille, elle est à l'hôpital. Et tu as le sentiment qu'effectivement, je ne dis pas que les politiques sont responsables, parce qu'évidemment, je sais que tout ça est très difficile sans doute. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas dire les choses. Voilà. C'est ça que je leur reproche. De ne pas dire oui, nous sommes dans une société ensauvagée XXL. Voilà. C'est ça que j'attends d'un président de la République. Qu'ils disent précisément ça. Pas qu'ils disent c'est brainwashing. Ils disent oui, il y a pour les Français qui sortent dans la rue un danger pour tout le monde. Et vous savez... Et après, une fois déjà qu'on a dit ça, après on peut... toujours pareil. Si vous êtes alcoolique et que vous ne reconnaissez pas que vous êtes alcoolique, vous ne pouvez pas vous guérir. Oui, c'est sûr. Vous savez, Bruno Retailleau a livré une excellente interview au GD News cette semaine, dans laquelle il revient sur le mot dont vous avez parlé dans votre édito, de brainwashing d'Emmanuel Macron. Il fait le constat, il dit l'ensauvagement que j'ai constaté en tant que ministre de l'Intérieur est pire que ce que j'imaginais. Donc déjà, c'est terrifiant d'entendre ça de la part d'un ministre de l'Intérieur, enfin d'un ancien ministre de l'Intérieur. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué, il dit, mais le déni que j'ai rencontré à l'Élysée, parmi les progressistes, et je mets des guillemets, est terrifiant là aussi, parce qu'ils ne veulent pas voir. Donc, en effet, quand vous ne voulez pas voir un problème, vous allez pas régler. Vous faites bien de rappeler ce qu'a dit Bruno Retailleau. Alors, ceux qui effectivement attaquent Bruno Retailleau disent il instrumentalise, il s'en sert. En fait, on s'en sort jamais. Mais je vous rappelle que M. Castaner, et M. Nunez était son directeur de cabinet, voulaient faire mettre à genoux la police. Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez construire quelque chose avec M. Castaner qui voulait mettre à genoux la police? Il a été ministre de l'Intérieur. Après, il est allé dans l'entreprise Chine. C'est vous dire
dire son parcours. Et le comble, Pascal, c'est vraiment, c'est des gens c'est des gens intéressants qu'on met au plus haut niveau de l'État. Amis d'Emmanuel Macron, M. Castaner. Cette retenue que certains politiques ont, c'est au prétexte qu'il ne faut pas angoisser l'opinion publique. Mais ils ont tort. C'est le contraire. Bah, évidemment, c'est le fait de ne pas dire le réel. Bah, dormez tranquille, braves gens. Absolument. Dormez tranquille, braves gens. Bon. Hier, Patricia Pérez, et c'était un moment d'une très grande gravité dramatique, c'est la mère d'Adrien Pérez, tuée à 26 ans à la sortie d'une boîte de nuit en 2018 près de Grenoble. Et elle a dénoncé ce dimanche, dans les colonnes du journal du dimanche, la libération anticipée d'un des 2 hommes condamnés pour meurtre. Il est condamné pour meurtre. Il prend 15 ans, ce qui est déjà pas beaucoup. Au bout de 7 ans, il est dehors. C'est scandaleux. Moi, je trouve ça, mais je trouve ça scandaleux. Je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai le droit de donner un avis sur la justice. Je trouve ça scandaleux. Il s'est marié en prison. Il s'est marié en prison, etc. Il a eu 18 permissions. Bon. Donc voilà. Et hier, cette femme, d'ailleurs, c'est une séquence qui tire les larmes, était chez Christine Kelly, où elle a témoigné. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils n'en peuvent plus. Ils témoignent. Ils disent, mais c'est une honte. Alors vous avez un ancien président de la République qui est en prison pendant 20 jours. On ne sait pas pourquoi. Et vous avez des criminels qui sont condamnés pendant 15 ans et qui sortent au bout de 7. Les gens, ils disent exactement ce que je dis là, ils le disent de cette manière-là. Ils le disent de cette manière-là. Je ne peux pas vous dire est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. Ils le disent comme je viens de le dire. Bon, eh bien vous allez écouter. Oui. Non, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi il est sorti au bout de 7 ans ? Pour bonne conduite. Pour bonne conduite. Et parce qu'il a un projet de réinsertion, vraisemblablement. Voilà, au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans. Est-ce que le parquet donc n'a pas relevé appel ? Bon, alors, cette dame... L'appel est suspensif. Voilà. Cette dame, Patricia Pérez, elle était donc l'invitée de Face à l'info hier avec Christine. Et évidemment, c'est une séquence qui tire les larmes, mais qui pose aussi des questions. On est relégué à rien. On n'est que les parents qui sont juste capables de pleurer leur enfant. Tous les jours, je m'embrassais mon fils au cimetière. Moi, j'embrasse du marbre. Moi, mon fils, il ne me donnera jamais de petits-enfants. Il ne se mariera jamais. Et quand j'apprends en plus la libération d'un de ces assassins, tout ce que la justice met en place dans les prisons pour eux, en fait, déjà dans la prison, ils se construisent une vie. Il s'est marié en prison. Il a eu 18 sorties depuis 2024 pour aller faire du sport, pour passer des bons moments. Nous, au mois de juillet, quand moi j'étais au travail, lui, il était à Montpellier, avec sa femme, tranquille. Il est sorti de la prison, comme si moi je sortais de ma maison pour aller travailler. Et lui, il est parti passer quelques jours au soleil. Et vous le savez pas, ça. Pour vous, il est incarcéré. Et pour vous, il doit faire ses 15 ans. Il faut que le quantum de la peine soit respecté. Il faut que cette justice arrête d'avoir des lois qui contredisent une décision de justice d'une cour d'assises. Il y a eu des jurés qui les ont condamnés. Et là, d'un revers de main, parce qu'on se comporte bien en prison, eh ben on efface tout. On efface tout. Mais nous, notre vie, elle s'est effacée. Mais moi, Adrien, il s'efface pas. Moi, Adrien, il est là maintenant avec moi, là. J'ai tout dans ma tête, tout. J'ai pas une journée où ces images de la mort de mon fils me hantent. J'ai pas une journée où tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a subi n'est pas avec moi. Et moi, quand je me lève le matin, que je dois me prendre la force pour aller travailler, que je rentre dans ma voiture et que j'arrive sur mon lieu de travail, qui se trouve malheureusement là où Adrien a perdu la vie, je suis encore obligée de passer là où mon petit a perdu la vie. Et que quand vous passez la porte de votre entreprise, ben vous vous dites, allez, t'as pas le droit de leur montrer ta peine. T'es pas au travail pour leur montrer ta peine. Donc vous mettez un costume. Et puis vous serrez les dents. Et vous faites votre journée de travail. Aussi bien que peu. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour. Et chaque jour, vous allez au cimetière, le Oui, voir. chaque jour, je vois mon enfant au cimetière. Mon Adrien. Chaque jour, j'embrasse du marbre. Et j'ai mal à partir en vacances quelques jours. Je peux pas le laisser. Je peux pas. C'est trop compliqué. Et cette justice, elle parle d'humanité pour tous ces condamnés. Mais elle est où leur humanité pour nous? Il n'y a plus d'humanité, là. Quelle est l'humanité que la justice, elle fournit à nous, les victimes? Rien, il n'y en a pas. Son émotion est déchirante et en même temps, elle fait une analyse très juste
du scandale de l'absence d'exécution des peines. Moi, j'ai toujours été frappé en tant qu'avocat général. Avant le procès, il y a souvent une indignation sur le crime, au sujet du crime. Et puis, dès qu'il y a une condamnation, c'est le prisonnier qui devient l'objet d'une compassion presque universelle, en tout cas de la part de ceux qui sont obsédés par la dénaturation de l'arrêt de cour d'assises. C'est ce qui se passe. Là, je rejoins Pascal sur les 7 ans. C'est anormal. Oui. C'est complètement anormal. D'abord, est-ce que c'est la règle, vous qui êtes pénaliste, est-ce que c'est la règle 50% de la peine pour un meurtre? Non, c'est pas la règle. Là, c'est pas. En fait, il peut le solliciter au bout de la moitié de la peine. Donc, c'est 7 ans, enfin 7 ans et demi. Mais ce n'est pas la règle, parce que ce n'est pas un droit, la libération conditionnelle. C'est qu'ensuite, vous passez devant un juge d'application des peines qui va statuer. D'ailleurs, il est en collégial, hein, il y a d'autres magistrats, il y a également des personnes de la société civile qui sont présentes et qui rendent une décision en présence du ministère public. Et vous avez également la personne qui suit le prisonnier en prison qui fait un rapport. Vous avez le directeur de la prison qui fait également un rapport sur les conditions de détention. Ensuite, vous pouvez avoir en effet des décisions qui ont été prises comme celle-ci. Je ne sais pas si le parquet a fait appel ou non, mais le parquet a la possibilité de relever appel de la décision. Et comme s'il fait appel, c'est suspensif. C'est-à-dire qu'il ne sort pas. Et ensuite, c'est statué devant ce qu'on appelle la CAP, nous les pénalistes, c'est-à-dire la Cour d'application des peines, la Chambre d'application des peines de la Cour d'appel. Donc, il a manifestement... Enfin, je retire de ce que vous dites que ce n'est pas la règle. Ah, ce n'est pas la règle. Non. Et la règle, c'est quoi? C'est 70%, 80% de la peine? Oui, c'est 70% en général. 70% de la peine est effectuée, et 30% donc... Voilà, en général, c'est... Donc quand vous faites 15 ans, vous en faites 70%, ça représente, il aurait fait 12 ans. Quoi. 12 ans. 10 ans, 12 ans. 12 ans. Là, manifestement, il a monté un dossier. C'est-à-dire que quand j'entends qu'il a eu 18 permissions de sortie, eh bien, ça vient donner des gages à la société en disant, eh bien, il est réinséré, il sort, il revient, etc. Après, quand on est pour les victimes, oui, mais les victimes, Très court, Richard Millet, et après la pause. J'allais juste faire une remarque. Oui. Il y a un des plus grands romans de la littérature mondiale s'appelle Crime et châtiment. Le mot châtiment n'existe plus. Là, ce sont des peines aménageables. Et je pense à cette mère qui peut un jour se retrouver devant ce type avec sa femme, etc. Et Dieu sait qu'il y a des exemples inadmissible, comme ça, on n'est plus dans le châtiment.